Bienvenue à notre showcase international portant sur l'innovation dans le secteur de l'assurance au Luxembourg. Parmi nos excellents présentateurs aujourd'hui, nous accueillons Mark Engen, administrateur délégué de l'association des compagnies d'assurance ACA. Après presque 2 décennies d'expérience professionnelle dans le secteur de l'assurance luxembourgeois, il a rejoint le comité de direction de l'ACA en 2010. Il est également membre du comité exécutif et trésorier d'Assurance Europe et membre du comité exécutif de l'Union des entreprises luxembourgeoises. Marc Autant est coordinateur innovation du groupe Foyer. Il intègre le groupe en 2013 en qualité de responsable e-business. Après 25 ans d'expérience professionnelle dans le digital et la technologie, dont 15 ans au Luxembourg, il crée en 2016 le Hub Innovation Foyer et devient coordinateur de l'innovation du groupe. Olivier Debuny a fondé Lingua Custodia pour résoudre les problématiques de traduction qu'il a expérimentées au cours de sa carrière dans la finance. Il est ancien vice-président de JP Morgan et apporte une forte expérience en implémentation de projets en assurance. Nous accueillons aussi notre modérateur et mon cher collègue Alex Palicon, responsable des partenariats de l'écosystème FinTech à la Loft. Avant de rejoindre la Loft, Alex était professeur en marketing et stratégie à l'Université de Québec à Montréal et serial entrepreneur créant des sociétés dans le secteur de l'e-commerce. À la Loft, il connecte des fintechs du monde entier avec l'écosystème local et international. Messieurs, Alex, je vous en prie. Merci Anthony, merci pour cette introduction très dynamique et très complète. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session spécialement dédiée à l'industrie de l'assurance au Luxembourg. C'est notre 4e session. Nous avons déjà travaillé sur l'asset management, sur le paiement, sur le secteur bancaire. La semaine dernière, la semaine prochaine, nous travaillerons sur la blockchain, une présentation de l'écosystème blockchain au luxembourgeois. Mais on voulait surtout s'intéresser à l'assurance parce que beaucoup de personnes connaissent le Luxembourg pour sa place financière, qui est l'une des plus importantes dans le monde et aujourd'hui, avec le Brexit, la plus importante en Europe. Mais très peu de gens savent que le secteur de l'assurance est une plateforme assez incontournable en Europe, au Luxembourg, avec la majorité des grands acteurs mondiaux ayant une présence ici locale. Donc, l'objectif, il est triple. Le premier, c'est vous présenter aujourd'hui l'écosystème avec l'association de l'industrie. Donc, merci beaucoup Mark Engen d'être avec nous. Mais également, comment l'industrie, donc les assureurs, travaillent avec les startups ici au Luxembourg. Et merci beaucoup à Marc Auton, responsable chez Foyer, qui nous expliquera tout ça. Et finalement, on voulait également demander avoir le retour d'expérience d'un entrepreneur qui a décidé d'ouvrir une société au Luxembourg pour travailler avec l'industrie locale. Donc, merci beaucoup Olivier d'être avec nous également aujourd'hui. Donc, sans plus de délai, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Parfait. Donc, Marc Engen, s'il te plaît, de quoi s'agit-il? À quoi ressemble cette industrie de l'assurance au Luxembourg? Alors, bonjour tout le monde, merci Alex, merci Olof d'avoir organisé ce webinaire et de me donner l'opportunité de présenter un peu de quoi est fait le secteur d'assurance à Luxembourg, secteur extrêmement international. On va le voir au fil des quelques slides que je vous ai préparés. Donc, next, voilà. Donc, juste rapidement, les missions de l'ACA. Ben, nous faisons du travail de lobbying et de promotion et d'information, donc c'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui. L'ACA est également une organisation patronale et donc nous avons la charge de négocier avec les syndicats une convention collective. L'ACA offre également un service de médiation, donc d'ombudsman en assurance. Nous gérons également des accidents auto qui sont survenus avec des assurés étrangers. Et puis, nous faisons des statistiques à l'intention de nos membres et un certain nombre de ces statistiques, on va les découvrir là tous ensemble. Next. Alors, quelques chiffres clés donc, en ce qui concerne l'ACA. Donc, nous avons un board qui est assez grand avec 18 personnes au conseil et plus que nous avons de staff parce que nous sommes tout juste à 13 et donc j'ai le plaisir et l'honneur d'en être le patron. Maintenant, l'ACA a 4 catégories de membres, hein, donc les membres associés au nombre de 51, ce sont des non-assureurs, c'est-à-dire des sociétés qui s'intéressent au secteur d'assurance comme les conseils fiscaux, les Big Four, des avocats, des actuaires, etc., etc. Mais voyons aujourd'hui plutôt le secteur d'assurance en lui-même. En additionnant
4, 37 et 17, nous arrivons à 88 acteurs en tout qui sont membres de l'ACA. Donc, il s'agit d'abord de sociétés d'assurance, donc 34, qui sont actifs dans la branche vie, donc principalement les assurances décès, les assurances vie et aussi la gestion patrimoniale. Vous voyez que nous avons là un petit onglet qui dit 33 qui travaille sous FOS. Donc ça, c'est Freedom of Services, donc la libre prestation de services. Ça ne veut rien dire d'autre que les entreprises luxembourgeoises servent des clients qui n'habitent pas notre petit pays, mais qui habitent, et on va le voir où ces clients habitent, ailleurs en Europe. Puis nous avons 37 sociétés d'assurance non-vie, donc qui font de l'assurance auto, incendie, responsabilité civile, et dont 27 travaillent à l'étranger, donc sur une libre prestation de services ou avec des succursales ou des filiales. Il n'est pas exclu que l'une ou l'autre enfin c'est même le cas, des 34 et des 37 fassent partie du même groupe. Marc va certainement nous en parler également. Donc, il y a, par exemple, Foyer Vie et Foyer Assurance qui sont membres, donc chaque fois comptés à part. Et puis, Luxembourg est également une place de réassurance avec donc, 17 membres de l'ACA. Celle qui est la plus connue, je pense, dans le public, c'est Swiss Re, qui donc sert ses clients européens à partir de Luxembourg, avec la direction donc à Luxembourg. Donc, toute une série de membres, et on va également voir qu'ils font des activités extrêmement différentes avec des profils de société également très différents. Donc, next, donc je vous ai mis un peu la nationalité des groupes. Il ne faut pas maintenant en parler trop en détail, mais vous voyez que les groupes ont des actionnariats qui viennent surtout d'Europe, mais également d'ailleurs. Donc, de nouveau, un actionnariat très diversifié et très international des acteurs qui sont installés à Luxembourg. Next. Alors, 2019 était une année, d'un point de vue chiffre maintenant, qui est une année importante pour l'ACA et importante, bien sûr, de ce fait également pour tout le secteur d'assurance à Luxembourg. Vous voyez à côté du parapluie vert un chiffre assez impressionnant. Donc, on a une augmentation de 186% de primes par rapport à l'année précédente en ce qui concerne donc l'assurance non-vie. Ceci est expliqué par l'arrivée de nouveaux acteurs à Luxembourg, surtout suite au Brexit. Cet apport d'activité et de sociétés, donc il y a 13 sociétés qui sont délocalisées suite au Brexit à Luxembourg, ont amené une activité accrue de 45% de primes par rapport à l'année précédente, en 2018. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires des assureurs luxembourgeois dépasse les 40 milliards d'euros donc encaissés par les entités luxembourgeoises. Donc, cette évolution est très importante et je suis prêt à parier que cette année, ce ne sera pas un chiffre aussi positif et aussi clair que l'année dernière. Si on va du côté gauche, donc là on a l'activité vie, activité qui est bien établie à Luxembourg depuis presque une trentaine d'années maintenant, et donc également avec une belle performance sur l'année 2019 avec un accroissement de 18% pour donc arriver à 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires ou de primes encaissées par les sociétés luxembourgeoises. Nous faisons, en tant qu'assureur, toujours la différence entre vie et non-vie, ce qui va nous accompagner tout au long de cette petite présentation. Donc, next.
Alors, ce slide-ci est destiné à vous montrer la part entre l'activité avec des clients luxembourgeois, que nous appelons donc local, et la partie internationale. Donc, si nous regardons parmi les 41 milliards de chiffre d'affaires, il y a 7%, donc juste un peu moins de 3 milliards de chiffre d'affaires ou de primes qui sont récoltés auprès d'acteurs qui servent une clientèle qui habite le Grand-Duché. C'est des critères européens. Donc, ça peut être des sociétés, tout comme ça peut être des personnes physiques. Donc, là, on ne fait pas de différence. Donc, juste 7% encaissés auprès d'une clientèle locale. Et ça nous fait donc 38 milliards et 93% de chiffre d'affaires qui est réalisé auprès des clients qui n'habitent pas notre pays. Ce qui montre donc, je pense, sans le moindre équivoque, la caractéristique très internationale du marché d'assurance luxembourgeois. Et peut-être, pour rebondir sur ce qu'Alex a dit au début, peut-être c'est la grosse partie des 93% qui est un peu moins connue ici par les personnes qui habitent Luxembourg, qui donc ne savent pas à quel point la place d'assurance et de réassurance luxembourgeoise est internationale. Alors, slide suivant, next please. Voilà. Donc, je vous ai préparé un petit slide qui donc reprend le domaine d'activité vie, celui qui est implanté et qui fonctionne depuis un peu plus longtemps déjà, pour vous montrer où habitent les clients qui sont servis par les assureurs vie luxembourgeois. Le premier marché pour nous, avec donc 38% de part de marché et plus de 8,8 milliards de primes encaissées l'année dernière, est la France, notre pays voisin, qui constitue donc la clientèle la plus importante. En France, l'outil d'assurance vie est le premier outil d'assurance d'épargne pour les épargnants, et donc Luxembourg a une belle part de marché dans ce marché français. Le deuxième marché est le marché italien, avec presque 6 milliards de primes encaissées en 2019, donc 25% de toute l'activité internationale. Et puis, sur les places 3 et 4, se suivent la Belgique, respectivement l'Allemagne. Je me permets juste encore de souligner que le UK, en 2019, encore fait 4% du marché. Ces 4%, bien sûr, après le Brexit, ne sont plus possibles parce que le grand marché européen n'existera plus. En additionnant les différents pays, on peut donc conclure que sur toute l'activité internationale, il y a 90% de chiffre d'affaires qui est réalisé auprès des clients qui habitent l'Union européenne. Et il y a aussi, mais plus exceptionnellement, c'est-à-dire des clients qui n'habitent pas l'Union européenne, mais des pays que nous appelons des pays tiers. Donc, je pense qu'ici, le PAI va très bien souligner la diversité des marchés suivis. Dans ces temps un peu difficiles, si on peut le dire ainsi, ceci a également un avantage que si un marché marche mal, il n'y a pas forcément tous les marchés qui marchent mal. L'inverse vaut par contre également. Et donc, c'est ce grand mix qui fait également partie des éléments qui font que la place d'assurance luxembourgeoise est assez stable et progressif. On progresse d'année en année, même s'il y a l'un ou l'autre marché qui a des développements différents par rapport aux principaux marchés. Peut-être avant de conclure, encore deux mots sur donc, les sociétés.
qui Out of time, comme on dirait les Anglais. apportent cette activité. Nous avons des sociétés à taille très différentes. Et taille, là, je parle donc de personnes qui y travaillent. Ça va d'entités assez réduites avec une bonne dizaine de personnes jusqu'à des entités très grandes, mais je pense que la marque pourrait en dire également quelque chose, qui dépasse les 500 employés. Et entre les deux, il y a presque toutes les variantes qui existent. Donc également de ce côté-là, des entités vraiment très réduites et des entités très importantes d'un point de vue de personnel employé. Voilà, ça c'était mes mots d'introduction pour faire un peu le tableau de ce qu'est le secteur d'assurance à Luxembourg et comment il est constitué et où il travaille. Et donc, vraiment pour souligner le très grand aspect international de toutes les activités d'assurance organisées ici depuis Luxembourg. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup pour ces explications. Et effectivement, ça met déjà le décor en place pour montrer à quel point le secteur de l'assurance luxembourgeois est international. Marc, peux-tu, s'il te plaît, partager tes slides? Oui. Et expliquer un peu comment voilà, un assureur au Luxembourg travaille. Et ce qui intéresse surtout nos participants aujourd'hui, et nous avons des participants du monde entier, du Canada au Liban, ce qui prouve qu'encore une fois que le français est une langue internationale, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. C'est surtout ce qui intéresse nos entrepreneurs aujourd'hui en ligne, c'est comprendre comment travailler avec le secteur de l'assurance au Luxembourg. Donc, je te laisse. Très bien. Merci de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Donc, je vais faire très court sur ce premier slide, celui-là, parce qu'il y a des personnes qui sont connectées, si j'ai bien compris, un peu partout, même Canada, je crois bien. Et donc, tout le monde ne connaît pas forcément Foyer. Donc, Foyer, c'est quoi? C'est un assureur, presque 100 ans d'histoire. C'est le leader historique de l'assurance à Luxembourg. 1505 en comptant nos agents. On est actif dans 12 pays européens et on a 276 000 clients. Je ne vais pas faire plus long pour cette partie-là. Si les gens avaient besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. De toute façon, mes coordonnées seront données à la fin. Donc, s'il y a des gens qui veulent continuer à échanger sur ces sujets, je serai disponible. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de collaboration corporate startup. Et le titre reprenait apprenez comment approcher et travailler avec les assureurs à Luxembourg. Alors, il y a bien sûr des spécificités propres à Luxembourg et aux assureurs, mais je dirais que dans l'ensemble, les règles et les bonnes pratiques s'adressent à tous les secteurs d'activité. Alors, j'ai que 15 minutes, il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer de vous décrire brièvement ce qu'on a mis en place chez Foyer et de vous donner des informations qui, je l'espère, vous seront utiles. Et comme on a aussi bien des startups et des entreprises qui sont connectées à ce webinaire, j'essaierai de donner des exemples pour les deux catégories d'auditeurs et j'utiliserai le terme entreprise et startup. Donc l'innovation chez Foyer, c'est une des 5 valeurs du groupe. Alors cette information, je trouve qu'elle est déjà importante. Et pour les startups qui nous écoutent, c'est une information que je pense qui serait utile pour eux quand ils rentrent ou souhaitent rentrer en relation avec des entreprises. Pourquoi? C'est se poser la question, qu'est-ce que ces sociétés en fait, que vous souhaitez rencontrer ont mis en place côté innovation? Ça permettrait de mieux connaître et de pouvoir un peu savoir comment entamer cette relation et comment faire en sorte que ça se passe au mieux. Et côté entreprise, partager ces informations, ça les aidera à les trouver et à mieux collaborer avec vous. Donc, je dirais que ce qui est toujours clé dans ces projets, c'est la communication. Donc, il faut que les entreprises communiquent sur ce qu'elles font et que les startups communiquent aussi. Alors, autrefois, les assureurs avaient pour réputation une certaine lenteur. Alors, ça peut être encore le cas. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des projets qui vont parfois doucement. Mais je peux vous assurer qu'on sait également faire les choses rapidement quand toutes les bonnes conditions sont réunies.
Alors, en termes de conditions, je parle d'alignement stratégique, je parle de budget, de réglementation, d'agenda projet. On a tous des agendas projets qui sont assez chargés, mais aussi d'avoir les bonnes personnes qui sont impliquées. Et je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect, parce qu'il est vraiment important d'être mis en relation avec les bonnes personnes. Alors, à titre d'exemple, on a dernièrement collaboré avec la startup DataRobot, qui est une plateforme d'intelligence artificielle machine learning. En 3 mois, on a réalisé un proof of concept pour valider la solution. On a contractualisé et on a déployé l'outil en production. Alors, c'est d'ailleurs cette belle histoire de duo startup grand groupe qui a été retenue pour Luxembourg comme un des 16 finalistes au Village Award 2020 qui ont eu lieu fin septembre. Donc, n'hésitez pas à suivre l'événement, il y aura toutes les informations sur Internet. Alors pour introduire le sujet, je me suis souvenu de la première réunion qu'on a faite avec la Task Force Assurance. Donc, c'est une des 4 Task Force qui a été créée par le Loft un tout petit peu avant le confinement. L'objectif de cette réunion, c'était d'échanger avec chacune des startups participantes sur les points de blocage qu'elles pouvaient rencontrer lors de collaboration avec des entreprises et plus particulièrement des compagnies d'assurance. Et de partager ensemble des retours d'expérience. L'objectif, c'était de commencer à co-créer ensemble un ensemble de bonnes pratiques qui permettraient de simplifier et de rendre le plus efficient possible ces collaborations. Alors, c'était super intéressant de noter que quand on parle de collaboration entreprise-startup, on parle de startup. On veut savoir depuis combien de temps elles existent, leur business model, quels sont les membres fondateurs, quels sont leurs clients. Alors, c'est encore mieux si ce sont des clients qui sont dans le secteur financier. Souvent, ça rassure certains. Mais on fait rarement l'inverse. Et on demande rarement aux entreprises combien elles ont eu de collaboration avec les startups, combien elles ont effectué de proof of concept, combien de POC ont été mis en production, ou plus simplement, est-ce que cette entreprise a mis en place une gouvernance en termes d'innovation, d'open innovation. Alors, je pense que cette connaissance mutuelle, elle est essentielle afin d'être proactif et de pouvoir anticiper les besoins, les questions, les futurs irritants. Alors, ça va de la première mise en relation jusqu'à l'éventuelle contractualisation. Donc là, mon conseil, c'est n'ayez pas peur d'échanger. Donc, les startups échanger sur les informations pertinentes, mais les entreprises aussi donner des informations aux startups pour qu'ils puissent vous connaître et savoir comment bien collaborer avec vous. Alex, je ne sais pas si plus tard tu voudras expliquer un petit peu justement qu'est-ce que sont ces task force. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, si on a le temps. Si on a le temps. Oui. Voilà. Alors très rapidement, en 2016, on a créé le Hub Innovation chez Foyer. Donc il est basé sur un modèle d'innovation collaborative. C'est le garant de la gouvernance de l'innovation et il s'appuie sur 2 piliers principaux et surtout complémentaires qui sont l'innovation interne et l'open innovation ou innovation ouverte. Donc l'ambition, c'était d'un côté d'amener tous les collaborateurs à être acteurs de l'innovation et de l'autre de profiter de toute la richesse d'innover avec les startups, les incubateurs, les accélérateurs, les clubs d'innovation et de s'inspirer des innovations de notre secteur, bien évidemment, mais également de toute l'industrie. On apprend énormément de ce que font les autres industries. Donc, choisir son modèle d'innovation, c'est vraiment important. Alors, il faut s'inspirer de ce que les autres mettent en place, mais il ne faut pas simplement copier. Et pour moi, il faut se mettre dans du sur-mesure. Et l'innovation qu'on choisit, elle doit correspondre aux valeurs de l'entreprise et aux objectifs visés. Alors, chez Foyer, j'ai proposé ce modèle parce que c'est celui qui allait nous permettre de relever les défis de l'innovation. Mais là, c'est important de le faire et de construire quelque chose de sur-mesure. Alors, là, il y a beaucoup d'informations sur ce slide parce qu'il reprend en fait toutes les composantes de l'innovation chez Foyer. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur 3 aspects. C'est le positionnement, c'est l'aspect culture d'entreprise et notre thème d'aujourd'hui, l'open innovation. Alors, pour le positionnement, l'innovation a besoin de support, sinon ça ne fonctionne pas. Et chez Foyer, nous avons la chance d'avoir comme premier sponsor notre CEO, Marc Lauer, mais aussi tout le COMEX. Pour tous les projets qui sont liés à l'innovation, nous fonctionnons avec un système de parrainage directement par des membres du COMEX. Ça aussi, c'est une information qui, je pense, est importante à connaître pour les startups, de savoir comment est positionnée l'innovation dans l'entreprise avec laquelle ils vont être en relation. Alors, le deuxième point, l'innovation, elle doit faire partie intégrante de la culture de l'entreprise.
C'est ce qui nous permet chez Foyer d'avoir identifié et mis en place toute une série de rôles clés. Donc, c'est la partie droite du slide que vous voyez. Je ne vais pas rentrer dans le détail des rôles, mais ces rôles, ils sont là pour soutenir l'innovation. Alors, moi, je suis le premier point de contact pour toutes les relations avec l'écosystème startup, mais j'ai la chance d'avoir toute une série de collègues qui sont capables de mener à bien des projets de collaboration avec des startups. Et je pense qu'Olivier pourra en parler. Et je vous parlais au début de la présentation de l'importance d'être mis en relation avec les bonnes personnes. Et ça, c'est possible que si ces personnes sont clairement identifiées et évidemment formées. Et cela peut vraiment contribuer à la réussite d'un projet. Si vous voyez d'ailleurs l'ambition qu'on a mis chez Foyer, l'ambition, c'est de créer des innovateurs et pas des innovations. Donc, c'est avec les hommes qu'on va réussir à innover. Et pour le troisième aspect, donc le pilier Open Innovation, il est très important pour nous et il serait pour moi illusoire et surtout contre-productif de croire qu'on peut de nos jours bien innover seul. Pour moi, il faut innover tous ensemble. D'ailleurs, quand on a choisi ce modèle collaboratif, c'est bien parce qu'on voulait aller vers là. Je ne vais pas détailler le choix ou pas de mettre en place une innovation ouverte, ni les raisons pour lesquelles il est intéressant de le faire. On n'aurait clairement pas le temps de le faire. Je vais prendre les deux cas les plus courants. Donc la startup qui rentre en relation directement avec l'entreprise ou l'entreprise qui est à la recherche d'une solution pour un besoin spécifique. Alors, le premier cas, la startup qui vous contacte pour proposer ces services. Si vous, les entreprises, vous êtes intéressés par ce genre de prise de contact, il faut le communiquer. C'est-à-dire qu'il faudra le dire. Donc, ça peut se faire par des articles, par des retours d'expérience sur des collaborations que vous avez faites, participation à des awards. Il y a plein de façons de le faire, mais il faut vraiment le communiquer pour que les startups soient informées que vous êtes intéressés par de la prise de contact spontanée. C'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous maintenant, parce qu'on l'a beaucoup fait. Après, il faut être conscient que ça prend du temps, d'où l'importance chez nous d'avoir mis en place un point de contact unique et un processus clair. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les startups nous contactent directement. Par contre, je suis systématiquement mis dans la boucle. Je ne gère pas forcément tous les contacts. Il y a des sujets qui me dépassent clairement, qui sont trop techniques, mais on me tient synchronisé et surtout, je fais le suivi et le reporting de toutes ces relations. Après, pour l'aspect recherche spécifique de startup, on parle souvent de scouting sur des besoins spécifiques. Alors, ça peut être, je ne sais pas, vous avez un besoin en signature électronique, en chatbot, en intelligence artificielle. Alors, pour ces cas spécifiques, chez Foyer, on a fait le choix d'être membre de la Loft, du Loïc et tout récemment de Plug and Play. Donc, il y a tellement de startups sur le marché maintenant que pour nous, c'était vraiment essentiel de se faire accompagner par des professionnels sur cet aspect. Et en plus, comme tout est lié, ça nous aide également sur le premier point, donc l'aspect communication, parce que tous ces partenaires communiquent beaucoup. Alors pour moi, si on devait résumer les ingrédients pour innover, il y a énormément de leviers qu'on peut activer pour chacun de ces ingrédients. Et ces leviers, on peut les activer que ce soit du côté startup ou du côté entreprise. Alors si on prend le premier, la culture, alors par exemple pour une entreprise, quelle est la place que vous donnez à l'innovation dans votre culture d'entreprise? Alors la culture d'entreprise, vous savez, c'est cette petite musique que plus personne n'entend, mais sur laquelle tout le monde danse. Et si vos collaborateurs ne connaissent pas l'écosystème startup et les solutions qu'ils proposent, ça va clairement être difficile pour eux d'imaginer comment des startups pourraient les aider à innover. Donc là, c'est clairement à vous de mettre en place le moyen de leur donner accès à ces informations. Et là, le Loft, on a un écosystème très riche à Luxembourg qui peut vous aider là-dessus. Côté startup, vous pouvez aussi aider en proposant par exemple des séances d'acculturation sur vos sujets. Alors, on fait beaucoup ça chez Foyer, on anime des sessions en interne, mais on anime également des sessions avec des intervenants externes, des startups. D'ailleurs, avec Lingua Custodia, il y avait Franck Burlot qui était venu animer une session super intéressante sur l'histoire de la traduction automatique et les modèles de deep learning. Donc, c'est des sessions qui ont eu beaucoup de succès. Donc là, je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est clairement quelque chose que les startups, vous pouvez proposer aux entreprises pour les faire rentrer dans une culture d'innovation.
Le deuxième, l'aspect participatif, alors pour les entreprises et les startups, là, un conseil que je pourrais vous donner, c'est de participer ou d'organiser des hackathons. Nous, on le fait beaucoup. Il y a énormément d'avantages à le faire. Et le Loft est aussi un partenaire idéal pour le faire. Je crois qu'Alex, vous avez fait un hackathon tout récemment encore avec le Luxembourg Tech School. Ouais. Côté entreprise, communiquer en interne sur vos initiatives d'innovation. Donc ça, je pense que c'est primordial. Si vous faites des POC, alors qu'il y ait mise en production ou pas, partagez cette information dans l'entreprise, c'est essentiel. Et faites-le également en externe. Donc, ça permettra d'indiquer aux startups que vous êtes ouvert à ces pratiques et aussi sur quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez et ainsi potentiellement donner l'envie à certaines startups d'initier le contact avec vous quand elles ont des produits ou des services qui matchent avec vos besoins. Sur l'aspect écosystème, un conseil simple, c'est intégrez-vous clairement le plus possible à l'écosystème. Alors, je sais qu'il y a des personnes connectées de plein de pays. Je pense qu'il y a tous les pays offrent beaucoup d'opportunités. Nous, à Luxembourg, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'événements et d'opportunités pour le faire. On a d'ailleurs même un média spécialisé, Silicon Luxembourg, qui ne parle que de l'écosystème startup. Si je prends l'exemple du LOIC, c'est un club qui fonctionne très bien, où les responsables d'innovation, de toute industrie confondue et en toute transparence, échangent sur ce qu'ils font en matière d'innovation. Donc voilà, un de mes conseils, c'est intégrez-vous dans l'écosystème. Pour la partie idée, nous, quand on a créé le Hub Innovation, une des missions principales du Hub, c'était de favoriser l'émergence des idées, parce qu'en fait, c'est avec ces idées que nous aurons nos innovations futures. Donc pour les entreprises, ce que vous pourriez faire, nous on l'a fait, ça marche assez bien, c'est par exemple de lancer une veille d'Open Innovation partagée. Donc c'est communiquer sur des initiatives que des startups font avec d'autres entreprises. Ça permet d'inspirer vos collaborateurs. Vous pouvez aussi, par exemple, les faire participer à des événements startups, c'est très enrichissant. Et pour les startups, vous pourriez, si par exemple vous avez des prospects ou des clients qui manquent d'idées, nous on l'a déjà fait. Je vous ai cité DataRobot, on le faisait beaucoup avec eux. N'hésitez pas à organiser, à proposer des séances d'idéation avec les entreprises pour leur faire imaginer ce qu'ils pourraient faire avec vos solutions. Et l'avantage, c'est que vous pourriez aussi, vous, découvrir pendant ces sessions quelles pourraient être les nouvelles fonctionnalités que vous pourriez mettre en place avec vos clients et que vos clients attendent déjà. Alors, le dernier, gouvernance, je vais peut-être me répéter, mais en premier lieu, mettez en place une gouvernance. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes à qui le mot peut faire peur. J'ai déjà eu beaucoup de discussions avec ça, parce que pour eux, le concept de donner un cadre n'est pas forcément compatible avec l'aspect innovation. Alors moi, je ne parle pas d'une gouvernance qui bride, mais je parle au contraire d'une gouvernance qui simplifie, qui fluidifie les choses, qui responsabilise les gens et qui permet aussi de rester aligné. Alors, aligné avec la stratégie de l'entreprise, avec l'ambition, avec les objectifs, c'est hyper important. Sinon, en termes de gouvernance, si on prend l'exemple des POC, parce que c'est vrai que souvent, avec les startups, on fait des POC, un conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez transparent. Alors, des deux côtés, côté entreprise ou côté startup. Par exemple, sur les tarifs. Il y a des POC qui parfois peuvent être gratuits, mais dans la majorité des cas, ils nécessitent d'investir du temps, des ressources, et les POC sont bien souvent payants. Ça, c'est un aspect qu'il faut clarifier tout de suite, aussi bien côté entreprise, est-ce que l'entreprise est prête à payer pour un POC, et côté startup, annoncez-le tout de suite, ça ne sert à rien. On ne ferait que créer de la frustration a posteriori si ce n'est pas clarifié dès le début. Fixer également des objectifs en amont pour valider la réussite du POC.
Marc, si je peux juste Ouais. te couper rapidement, en ce qui concerne les POC, parce qu'effectivement, nous avons souvent des startups qui viennent nous voir, elles n'osent pas vraiment demander de l'argent pour les POC parce qu'ils sont tellement déjà heureux qu'une entreprise veuille bien Ouais. faire un essai de leur solution. Quel est ton avis? Comment approcher le prix avec un assureur? Est-ce que vous êtes ouvert ou est-ce que c'est vous qui définissez en tant qu'assureur, dire non, notre POC, voilà le montant qu'on donne habituellement et c'est tout? Comment tu envisages la négociation au sujet de… Bah déjà, dans ce que j'expliquais au début sur le fait de savoir à qui on a affaire. Donc ça, c'est super important. Si clairement, la startup, vous arrivez dans une entreprise où la culture du POC, c'est le POC gratuit, bah, si vous ne savez pas le faire, c'est peut-être pas la peine d'y aller tout de suite. Perdez peut-être pas votre temps. Allez peut-être faire autre chose avant. Après, si c'est un point qui est évalué tout de suite, normalement, ça pose pas de problème parce que logiquement, les projets d'innovation sont gérés de la même façon que tout autre projet. On calcule des ROI, donc il y a des investissements initiaux qui sont à faire et ça fait partie du jeu. Donc, pour moi, c'est un faux problème en Ok, il ne fait faut pas avoir peur, quoi. Il faut pas avoir ouais, peur. à partir du moment où c'est abordé clairement. Et après, il y a pas de règle. C'est vrai que ben, peut-être que pour certains clients hyper importants, ben, on peut peut-être faire des réductions côté startup parce que c'est vraiment important. Et, ouais. Il n'y a pas de règle, mais c'est un point qui doit être vu tout de suite. Ouais. Merci Marc. Parce qu'on est un peu une vingtaine de minutes en retard, je ne sais pas si tu as encore quelques slides. Non, non, c'était le dernier. J'avais peut-être euh, ouais, peut-être juste quelques chiffres Vas-y, je t'en prie. d'informations depuis qu'on a. Très rapidement. Voilà, ouais. Donc très rapidement, ils sont là. Donc depuis qu'on a mis en place chez nous cette gouvernance de l'innovation, on a analysé 257 startups. Donc quand on dit analyser, c'est pas toutes celles on a rencontrées ou celles qui on a été mis en contact, parce qu'il y en aurait beaucoup plus. Donc c'est à partir du moment où on commence à travailler dessus. Et à partir du moment où on sent un intérêt, donc là, ben, ça peut débloquer des ressources. Et là, nous, sur les 257, on avait identifié 115 opportunités. Et de ces 115 opportunités, on a fait 17 POC et on a mis 17 projets en production. Alors, les 17 projets en production ne sont pas tous forcément passés par des POC. Hein. Donc, voilà, donc je trouve que c'est des chiffres qui sont plutôt pas mal et que ça montre qu'à Luxembourg, oui, effectivement, on sait faire des choses et on sait collaborer avec des startups. Voilà. Super, merci infiniment Marc. Si tu le permets, on partagera également tes slides avec Oui, les bien sûr. participants. J'avais prévu de parler rapidement de la Loft, mais je rajouterai mes slides dans le deck final parce qu'il est plus intéressant d'écouter, je pense, Olivier et avoir son retour d'expérience. Olivier, si tu peux le faire en 5 minutes au lieu de 10, comme ça on donne un peu plus de temps aux questions-réponses, s'il te plaît. Ok, pas de Merci. souci. Je vais la faire assez rapidement sur ces aspects-là. Donc, en une minute, qui est-ce qu'on est nous, Lingua Custodia? Donc, on est une société avec le siège basé en France. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée des moteurs de traduction automatique spécialisés dans des lexiques bien précis. On a commencé sur le domaine, on est spécialisé dans le domaine financier sur certains types de documents. Donc, on va créer comme des Google Traduction, mais qui ne vont servir qu'à traduire des prospectus de fonds ou bien des rapports annuels ou de la recherche action, ce genre de choses. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que je vous raconte un peu l'histoire de notre première implémentation qu'on a fait hors de notre pays d'origine, qu'on a effectuée au Luxembourg, qui a été effectuée. Aujourd'hui, on a 4 personnes qui travaillent là-bas et qui sont basées à la Loft. Et ça s'est fait en fait suite au FinTech Award de 2018, et c'est justement là qu'on a rencontré les équipes du foyer. Donc, c'est par rapport, j'aimerais rebondir par rapport à ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Nous, on a l'habitude, on ne travaille qu'avec des grands groupes, hein, des grands groupes bancaires. Le Foyer a été le premier grand groupe d'assurance avec qui on a établi un partenariat, notamment pour développer, sortir un peu notre domaine de spécialité qui est le secteur financier, pour créer un moteur de traduction automatique dédié à l'assurance. Et on a commencé, alors il y avait la problématique de life non-life,
venant de la finance, c'est plus facile de faire du live, notamment en se focalisant sur les legal terms and conditions, mais d'en faire un aussi sur le non-live derrière. Et donc, moi, les points que j'aurais à dire pour rebondir par rapport à tout ça, c'est que, en effet, au Luxembourg, l'écosystème est super important. Nous, le fait d'être sur le podium pour les FinTech Awards nous a ouvert l'écosystème et nous a permis de rencontrer la Loft et de rencontrer Michel Etienne du Foyer, qui nous a permis déjà d'un côté business de commencer à discuter, à engager des discussions, mais aussi ça se fait à d'autres aspects qui ont été cités. On a eu l'occasion, par exemple, d'être partie prenante lors des off-sites de GB Live, qui est maintenant devenu Foyer, pour leur forum, pour leur off-site corporate, et de pouvoir présenter là. Donc, on a vraiment être dans l'écosystème permet vraiment de rencontrer du coup beaucoup de gens de ce point de vue-là. Ça, c'est le premier point très important au niveau de l'écosystème. Deuxième point, et là, je me positionne plus d'un point de vue jeune entreprise qui se lance avec un produit. Quand on veut rentrer auprès d'une grande entreprise et qu'on voit les labs d'innovation, c'est en effet très très important de vérifier que l'innovation est au cœur des valeurs. Donc ça, Marc l'a indiqué que pour Foyer, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de grosses sociétés pour lesquelles ça ne l'est pas forcément. Mais il y a néanmoins des labs d'innovation qui vont vous faire perdre beaucoup de temps pour essayer plein de choses, mais qui n'ont pas de budget et au final, ça ne donnera pas forcément grand-chose. Donc il faut réussir à bien screener cet aspect et à vraiment s'assurer que l'innovation est au cœur de la valeur et que s'il y a un lab qui existe, qui a des budgets, qui peuvent être affectés à des POC, parce que non, un POC ne devrait pas être gratuit. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et ça, c'est un point important. Je précise ça pour les gens qui sont à un niveau de maturité peut-être moins avancé que nous, mais ça, c'est quelque chose que j'ai mis moi personnellement assez longtemps à apprendre. Olivier, Et donc voilà, et juste pour conclure, c'est juste pour préciser également qu'il faut prendre le temps d'établir la confiance et des relations avec ces grands groupes, donc ça peut prendre du temps aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire de notre côté. c'est super intéressant et je vais rester avec toi, Olivier, parce qu'il y a également Olivier, le founder en ligne de France, et qui a également mentionné qu'un POC ne devrait pas être gratuit. Donc, il est d'accord avec toi. Petite question, justement, comment tu fais pour, donne-nous quelques indices, comment tu fais pour savoir si un lab est sérieux ou pas? Un lab d'innovation, c'est juste directement, tu discutes de prix et tu vois il y a de la matière derrière, ou comment est-ce que tu sais, toi, les discerner, ceux qui sont sérieux ou pas? On va voir déjà s'ils ont une interaction assez forte avec les équipes business, ou s'ils sont dans une tour à part, qui s'amusent à tester des choses pour faire des reporting, mais sans matière concrète derrière. On va voir détecter ça à la rapidité avec laquelle ils vont nous mettre en face d'équipes business. C'est un truc très important, ça. Et de même que ça peut se voir aussi d'un autre côté. Si on cherche à rentrer dans un grand groupe en passant par une équipe business et qui nous mettent en relation rapidement avec un lab qui a du budget, ça aussi, c'est un bon indicateur. Par contre, quand on va rencontrer des équipes où ça se voit aussi au niveau des profils, des personnes qui sont là, parce qu'il y a des grands groupes qui créent aussi des équipes innovation et en fait, ce sont un peu le placard quelque part de l'organisation, même si c'est pas comme ça qu'on le dit et que c'est pas politiquement correct de le dire, mais ça existe aussi. Et donc, on va vite voir, ça se sent à un moment donné, ce genre de choses. C'est difficile à décrire, mais le point clé, c'est la proximité avec les équipes business. Et le fait d'avoir un budget pour tester aussi. Donc, le budget est important. Question rapide sur le Luxembourg, ensuite je vais revenir sur nos chefs de marque. Pourquoi le Luxembourg? Est-ce que tu as quelque chose à conseiller? Est-ce que tu as eu également peut-être des challenges que tu as eu dans ton développement commercial ici? Alors, pour nous, le Luxembourg, c'est un choix stratégique très important parce que nous, on ne vend qu'à des institutions financières et des assurances. Or, tous nos clients et prospects potentiels ont une branche, une filiale au Luxembourg. Donc, on a décidé d'ouvrir au Luxembourg pour y passer de la matière, c'est-à-dire de placer toute notre équipe commerciale et notre patron commercial, donc Frédéric Moyoli, qui est notre DG, le DG de notre entité luxembourgeoise, aussi notre patron global pour les ventes. Et donc, de ce point de vue-là, la façon de fonctionner du Luxembourg, une fois qu'on est rentré dans l'écosystème, c'est très facile si on arrive à bien travailler, à acquérir une bonne réputation qui encore se fait avec le temps. Ça ouvre beaucoup de portes très rapidement. Alors, je ne dis pas que tous les centres de décision pour tous les sujets sont basés au Luxembourg, ça permet d'accélérer et d'avoir tous les points
points d'entrée là-bas. Donc, c'est ça qui nous a fait aller au Luxembourg en première destination hors de France. Et ensuite, bon, bah, les points de difficulté qu'on peut rencontrer sont ceux qu'on rencontre quand on veut ouvrir une filiale à l'étranger. Alors, on va se dire, bon, c'est la même chose que dans son pays d'origine, mais en fait, pas du tout. Nous, par exemple, euh, la chose qui était la plus difficile pour nous au Luxembourg, j'ai bien cru que ça allait nous retarder dans l'ouverture de la filiale, c'était l'ouverture d'un compte bancaire, par exemple. C'est le truc, il faut savoir que c'est compliqué. On m'a demandé des choses pour ouvrir un compte bancaire au Luxembourg qu'on m'avait jamais demandé auparavant. Il a fallu que je retrouve mes fiches de paye d'il y a 15 ans pour pouvoir ouvrir le compte bancaire de la société au Luxembourg. Voilà un petit exemple. Ah, tu avais peut-être l'air suspect, voilà pour toi. Ouais, ouais. Non, on y travaille, effectivement. Parfois, c'est un peu challenging, mais on y travaille. On y travaille. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Olivier. On a une question de la part, on a plusieurs questions en fait, et on aimerait peut-être donner le microphone à Quentin Brasseur, qui nous appelle de Taïwan. Waouh, comme quoi le français est vraiment parlé à travers le monde. Qui a une question pour Marc Auton. Alors, Quentin, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Donc, s'il te plaît, Quentin. Oui, donc la question, c'était simplement de savoir si une start-up qui n'est pas européenne, et en l'occurrence qui est basée à Taïwan, est aussi bienvenue qu'une start-up luxembourgeoise ou française. Si ce n'est pas le cas, ou s'il y a évidemment des complications vu la spécificité, s'il y a des attentes ou exigences supplémentaires à remplir avant d'initier un projet, par exemple. Je crois qu'Alex, après, tu pourras peut-être rebondir parce que vous avez pas mal d'exemples sur des cas comme ça. Bah, nous, les contraintes réglementaires, elles sont les mêmes. Le due diligence est le même pour toutes les startups. Donc, si cette startup, elle a ce qu'il faut, ça devrait le faire, quoi. Donc, je pense pas que ce soit ça la question, en fait. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on le voit aussi bien du côté de l'assurance, côté financier, banque et asset management. Donc, nous, au Loft, parce que je n'ai pas vraiment mentionné le Loft, donc on est fondation publique-privée et notre objectif, c'est vraiment développer l'écosystème FinTech. Donc, on incube 75 FinTech aujourd'hui. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui sont luxembourgeoises, tous les restes sont internationaux. Mais on a aussi 150 membres. Et ces membres, pour la majorité, ne sont même pas au Luxembourg. Ils sont répartis à travers le monde, de Shanghai à New York, en passant par l'Afrique du Sud. Et ils travaillent avec l'industrie financière luxembourgeoise. Donc, l'industrie financière luxembourgeoise est vraiment extrêmement internationale. Par contre, il y a un point qui est important, et peut-être qu'Olivier, tu peux rebondir là-dessus. Et Marc également, c'est quand même important si vous commencez à avoir des clients au Luxembourg d'être présent et proche de vos clients. Parce que tout se fait à 15 minutes à pied au Luxembourg pour avoir les meetings. Je ne sais pas, quel est ton retour? Alors, sur le fait de venir de France ou de venir de plus loin, est-ce que c'est plus facile? Je pense que ce que j'ai cité tout à l'heure comme exemple, la difficulté par rapport à l'ouverture du compte bancaire, c'est justement parce que je m'attendais à ce que venant de France, ça soit plus facile. Mais en fait, non, le même sort est appliqué à tout le monde de ce point de vue-là. Et sinon, je pense que c'est en effet important, si on veut être présent au Luxembourg, c'est d'être vraiment présent. C'est-à-dire moi, par exemple, pour nous, avant d'ouvrir, j'ai fait le déplacement au Luxembourg. Alors, celle-là, la proximité géographique aide, certes, mais j'y étais présent quasiment un jour par semaine pendant un an avant de procéder à l'ouverture. Pour montrer qu'on est volontaire pour s'intégrer à l'écosystème. C'est vraiment un écosystème qui est important de rentrer. Si on compare avec l'Asie, un pays sans doute assez similaire au Luxembourg, c'est Singapour de ce point de vue-là, où il faut être aussi très présent localement de ce point de vue-là. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus. On a un écosystème qui travaille beaucoup avec l'international, mais bon, ça facilite toujours du business d'être au sein de cet écosystème. Rapide question pour toi, Quentin, tu travailles dans quoi? Tu as dit de l'IA. Oui, en fait, je travaille avec un client. En fait, je ne travaille pas directement dans la technologie. Le client, en fait, c'est intelligence et blockchain, intelligence artificielle et blockchain. Ils ont ici des use cases avec des assureurs taïwanais et je les aide un petit peu à l'aspect international. On regardait par exemple avec la French Tech les programmes Open Innovation, justement. Ils ont des partenaires en rapport avec l'assurance.
Et du coup, si on regarde la France, pourquoi pas le Luxembourg? Écoute, n'hésite pas à te connecter avec nous, Marc, moi, ou même Olivier, peut-être de donner des conseils. Nous avons également une question de la part de Olivier Le Founder. Je ne sais pas si je le prononce bien. Olivier, est-ce que tu es avec nous? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, vous Oui, m'entendez? on t'entend très bien. Ok. Bonjour. Bonjour Olivier, quelle est ta Bonjour. question? Alors, ma question est la suivante, s'adresse à la personne de foyer, société avec laquelle on est déjà en relation, en fait, plus qu'à ma partenaire. Quels sont parce qu'ils ont une division avec laquelle on est en relation qui s'appelle Foyer Global Health, en fait. Quelles sont les chaînes de valeur que vous désirez, entre guillemets, soit casser, soit côté expérience client assurée, ou assureurs courtiers. Parce qu'aujourd'hui, les assureurs, ils font du direct vis-à-vis de leurs assurés, soit ils sont obligés de travailler avec des réseaux de courtage. Et la problématique aujourd'hui, pour travailler avec des réseaux de courtage ou avec des tiers, c'est aussi la compliance. Et donc la compliance amène de facto à la digitalisation et donc à l'échange de data type API, ce type de choses, ou des outils permettant de travailler, j'allais dire, correctement dans ce nouveau monde qu'ont dessiné des sociétés de tech, en fait, contre l'ancienne économie que représentent, on va dire, les assureurs ou des courtiers grossistes traditionnels. Merci pour ta question Olivier. Marc? Oui, alors si j'ai bien compris la question, chez Foyer, en fait, on veille à garder l'innovation alignée avec la stratégie. Donc à partir du moment où ça respecte la stratégie, il n'y a pas de souci pour innover. Donc on ne va pas parler de casser des choses, on va vouloir apporter de la valeur avec de l'innovation, mais en restant aligné avec la stratégie. Donc si on prend par exemple sur le marché local, où c'est clairement notre réseau d'agents qu'on met en avant, l'innovation passe par là et tient compte de cette prérogative. Donc Foyer Global Health, ils ont un autre business model et ils sont full digital. Voilà, donc ils peuvent, au niveau innovation, ils peuvent imaginer et faire d'autres choses que sur Foyer au niveau du marché local, par exemple. Mais, voilà. Nous, on reste simplement avec des contraintes qui sont l'alignement stratégique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. J'espère. Olivier? Ok. Écoute, je pense que oui. J'appuie. Oui, c'est bon, j'appuie okay. sur le bouton. Okay. Je bon comprends bien entendu que dans tous les groupes, il faut être aligné sur une stratégie globale. Mais pour connaître tous les assureurs, presque dans le monde entier, en fait, on a ma partie spécifique, connaissant aussi les acteurs type Foyer ou des assureurs ou des courtiers grossistes français. Souvent, entre la volonté et les outils qui sont utilisés, malgré qu'il y ait des volontés, on dirait entre guillemets que ça n'avance pas. Je dirais même que ça recule souvent, en fait, ou en tout cas que là où les hommes qui essayent de mener les choses sont, j'allais dire, n'ont pas de profil geek ou techos, on va dire ça comme ça, et que le fait qu'ils ont une appétence assez faible, en fait, cela pose de grosses difficultés pour pouvoir innover ou avancer. On le voit, nous, dans les relations qu'on a, par exemple, avec cette société, où, pour être assez simple, pour nous, c'est comme s'ils travaillaient dans les années 70 par rapport à nous qui travaillons dans les années, dans ce nouveau millénaire, quoi, en fait. Hein, l'information est très compliquée, j'allais dire, à transmettre ou à fonctionner, ou etc. etc. Mais bon, c'est des éléments dont on pourra peut-être parler avec une personne qui est dédiée. C'est un peu ce que j'expliquais en fait dans l'introduction. En fait, hein. C'était ouais, c'est ça, le fait d'être en relation avec la bonne personne. c'est ça, je pense que c'est ça les problématiques. C'est ce que moi, je ne suis pas sur le. Bon, je suis en France, nous avons un bureau en Asie, mais on n'opère pas sur les marchés assureurs en France. Mais je suis membre de la French Tech, la BISE Finance Innovation. Mais mes collègues du Club InsurTech rencontrent des difficultés que vous ne citiez pas véritablement, mais en fait, ils se disent mais pourquoi on va travailler à l'assureur en fait, parce que déjà ils sont pas équipés. Avant de leur offrir la technologie, il faudrait déjà qu'ils aient un cœur de système qu'ils n'ont pas souvent, etc., etc. Et ils se rendent compte en fait qu'ils perdent un temps très très important finalement pour rien en fait, parce qu'il n'y a pas d'avenir en fait dans l'absolu, dans la majorité des business models, même en France. Hein, c'est le retour de tous les collègues
qui sont les insurtech, par exemple. La dernière fois, il y avait une réunion sur ces sujets. Les gens étaient plutôt désabusés, ou même certains prenant finalement leur propre voie ou allant chercher des marchés, on va dire plutôt hors France ou hors Europe, que ce soit vers les US ou au Royaume-Uni, etc., où on va dire entre guillemets, les cycles de digitalisation sont plus avancés. Voilà. Merci Olivier, merci. Je te laisse prendre contact avec Marc pour continuer la conversation offline. Merci Olivier, merci pour ton intervention. Marc, une rapide question concernant Foyer, ensuite on finira par une question pour Marc Engen, il nous reste 2 minutes. Très rapidement Marc, où est-ce que tu vois le plus important besoin ou quel type de compagnie tu recherches toi en ce moment chez Foyer, ou peut-être même tu peux parler dans l'ensemble de l'industrie. Quelles sont les technologies que tu regardes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais? Il y en a vraiment beaucoup. Hein. On scanne très large. Alors après, il y a des tendances hein, en ce moment. On l'a vu avec le Covid en plus, hein, tout ce qui est digital, plateforme, know your customer. Voilà, donc, mais non, il n'y a pas vraiment de sujets phares. On en suit vraiment beaucoup. Alors, il y en a un qui est très important en ce moment, c'est effectivement l'intelligence artificielle, le machine learning, parce que c'est pour nous très, très prometteur. Tout ce qui est lié à la data également. Mais non, il n'y a pas de… Quand on voit les projets qu'on a développés en interne, il y a vraiment de tout, quoi. Oui, effectivement, tu travailles pas mal de startups en ce moment. Donc, tu encourages tout le monde finalement de te contacter et puis de voir oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Cas par cas. Merci infiniment, Marc. Je finirai une question pour Marc Engen. Marc, est-ce que tu es toujours avec nous? Bien sûr, oui. Oui. Marc, en 30 secondes, comment est-ce que toi, tu vois le futur de l'assurance au Luxembourg? Ce n'est pas une question facile, mais voilà, tu as vécu dans ce secteur pendant des années. Comment est-ce que toi, tu le vois évoluer pendant les 5 prochaines années? Donc, le secteur a franchi une étape importante l'année dernière avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Et il y a également des réassureurs qui s'installent. Donc, moi, je suis confiant au développement futur de la place luxembourgeoise d'assurance et de réassurance avec des acteurs de plus en plus diversifiés et qui sont à même de servir depuis Luxembourg, notamment l'Union européenne, et de s'organiser à partir de Luxembourg. Parfait, merci. J'espère que ça encouragera encore plus de gens de prendre contact et venir travailler avec le secteur à Luxembourg. Je laisserai juste rapidement le micro à Anthony avant de clôturer la session. Anthony,